le journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. On prend le pouls de l'économie américaine avec Grégory Volokin. Bonjour. Bonjour Sabrina. Que l'on connaît très bien sur BFM Business. On vous retrouve notamment tous les jours dans l'émission Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Vous êtes le président de Mescart Financial Services. Et donc, parlez-vous de cette économie américaine qui fait rêver, hein, on l'a vu encore avec tous nos invités, des entrepreneurs qui veulent se lancer. On a la Fed, on a eu la Fed là, cette semaine, la Fed qui a abaissé ses prévisions de croissance pour l'économie américaine, qui a abaissé ses ambitions de remontée de taux, on passe de 4 à 2. Essoufflement, faut-il s'inquiéter ? Écoutez, moi je m'inquiète de la Fed en fait. On a un peu une Fed à deux visages, à deux langages. Ouais. C'est-à-dire deux langages, c'est juste qu'elle s'est un peu trompée sur son geste en décembre dernier, c'est ça finalement? C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire en fait, c'est que la Fed nous dit, et elle l'a encore dit, qu'elle va adapter sa politique monétaire aux statistiques économiques qu'elle a en main. Bon. Actuellement, quand on est aux États-Unis, les statistiques économiques, quoi qu'on dise, sont bonnes. Ouais. On est pratiquement au plein emploi, 4,9% de chômeurs, la production industrielle progresse, les consommateurs consomment à un rythme annuel de 3%. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. L'immobilier a remonté. Enfin, on n'est vraiment pas dans une économie en récession. On peut même pas parler de stagnation, on peut parler de faible croissance. Disons une croissance annuelle entre 2 et 2,5%. Et là, vous avez cette Fed qui dit, ah ben nous, on décide en lisant ces statistiques. Mais alors, quelles statistiques la Fed regarde? Et moi, je crois que la Fed, en fait, elle regarde ce que les marchés attendent. Et elle veut plaire au marché. Le marché n'a pas envie d'une hausse des taux. C'est pas nouveau ça, non? C'est un petit peu la Fed qui tient la main. C'est pas nouveau, mais ça devient, je pense, un peu inquiétant. C'est pour ça que je dis, j'aime pas trop ce que fait la Fed en ce moment. Et puis surtout, alors ce qui est très nouveau, c'est que la Fed, en fait, au lieu d'avoir les yeux rivés sur les États-Unis, parce que c'est la réserve fédérale américaine, elle a les yeux rivés sur la Chine, elle a les yeux rivés sur l'Europe, elle a les yeux rivés peut-être sur le cours de l'euro et du dollar qui ne dépendent pas d'elle. Et elle est en train peut-être de s'éloigner un peu de son mandat. Et il y a des gens pour qui ça va bien. Moi, je trouve que ça, en fait, rajoute un risque actuellement dans l'économie. Mais alors, ça veut dire quoi? Vous auriez aimé voir quoi de la Fed? Qu'elle augmente ces taux-là? Alors, surtout, il ne faut pas que la Fed surprenne. Ça serait la pire des choses. Donc, évidemment, comme on n'attendait pas une hausse des taux, il ne fallait pas qu'elle les monte. Par contre, ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va faire. C'est ce qu'on appelle la guidance. Et plus le temps passe, plus on a l'impression que sa guidance, elle la revoit tous les 2 mois, un peu avec le doigt en l'air, d'après l'air du temps. Comment vous passez, par exemple, du mois de décembre, avec une prévision de 4 hausses des taux en 2016, en 3 mois, alors que les choses vont plutôt bien, une prévision de 2 hausses des taux. Donc, je dirais que cette lisibilité de la guidance de la Fed est pratiquement disparue. Alors, sur 2 jours, 3 jours, les marchés aiment bien. Je pense que sur le plus long terme, on va s'inquiéter tout simplement que la Fed, ou bien elle s'est laissée un peu entraîner trop loin par les marchés, ou bien tout simplement elle a manqué le coche. Et ça va être trop tard pour elle pour monter les taux, parce que après 7 ans de bull market, après 7 ans de croissance, il y a un jour où l'économie va ralentir. Et quand l'écononie ralentira vraiment, ça ne sera vraiment pas le monter. Non, c'est clair. Du coup là, c'est un peu compliqué là, la tâche de la Fed. Bon, 2 hausses de taux. Pour le moment, hein, ça peut encore changer, bien sûr. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis? Peut-être votre petite idée là-dessus. C'est très imprévisible, on le voit bien. Mais chacun a son idée. Vous vous souvenez qu'il y avait QE1, QE2, QE3. Moi, je dirais qu'on aura QE4, QE5, QE6. Je n'arrive pas à voir la Fed remonter les taux, tout simplement parce qu'elle a peur. La Fed a peur de son ombre, elle a peur de la réaction des marchés, elle a peur des pays émergents, elle a peur de beaucoup de choses. Et elle s'accommode, cette Fed, d'avoir des taux extrêmement bas, ce qui est négatif, évidemment, pour les rentiers, pour les retraités, ce qui est mauvais pour le secteur bancaire, et ce qui peut créer des bulles. On n'en est pas là, mais on voit dans le marché boursier, avec ces jours risk-on, risk-off, risk-on, risk-off, qu'on n'est pas très loin de voir que la seule chose qui tient les marchés en ce moment, c'est les politiques monétaires des réserves des banques fédérales et des banques centrales. Le problème, c'est Janet Yellen?
Ou c'est la Fed? Non, je dirais que Janet Yellen, elle est peut-être un peu plus timide qu'une autre. Non, le problème, c'est la Fed. Ouais. On a vu hier, quand la Fed s'est réunie, il y avait un seul opposant à la décision sur les 12 membres. Donc, c'est des décisions qui sont pratiquement prises à l'unanimité. Je crois le problème, c'est la Fed, c'est pas juste une personne. Mettons la Fed de côté. Il n'y a pas que ça. L'économie, donc, qui, selon vous, va plutôt bien? L'économie, je dirais, c'est plus que c'était. Ouais. Si on veut parler d'une façon simple. On voit ça au niveau des salaires, ils n'augmentent pas vraiment. Ouais. Comme vous disiez, justement, quand je vous parle de la consommation qui va bien, elle va bien, mais c'est pas non plus la folie. Surtout quand on voit le pétrole avec de l'essence qui coûte rien pratiquement, on se dit bon les Américains vont dépenser. On adore dépenser aux États-Unis, mais là non. Oui, moi ça me fait toujours rire cette histoire du pétrole. Parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, bon, vous faites le plein d'essence. Actuellement, ça va vous coûter 25 $, et il y a 2 ans, ça coûtait 45 $. Bon, c'est 20 $ de plus. Est-ce que ces 20 $ de plus par foyer, ça va jouer un tel rôle dans l'économie? Je crois qu'il y a une chose maintenant, tout simplement, qui est absente de cette économie, c'est la demande finale et c'est la confiance. Par exemple, des entreprises pour investir dans l'avenir. Les entreprises n'ont aucune envie de faire des plans à 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans. Elles préfèrent s'asseoir sur leur cash. Et, je dirais, les particuliers, c'est pour ça qu'ils ne consomment pas tellement. Ils n'ont pas tellement non plus confiance dans l'avenir. Ils préfèrent augmenter un peu leurs économies. Donc on a cette espèce de faible croissance. Surtout que là, il y a une grosse inconnue là, avec la présidentielle américaine. Là, si on regarde un petit peu au niveau des candidats, on a Hillary Clinton à côté, vraisemblablement, qui devrait être nominée. On verra ce que ça donnera, mais on ne sait jamais. Donald Trump. Là, si on regarde au niveau, rien que sur les programmes économiques des candidats. Est-ce que ça sera bon pour l'économie? Est-ce que je regardais, j'étais en train de lire un article qui disait bon, le programme économique de Trump, c'est une catastrophe pour l'ensemble de l'économie américaine, mais pas seulement. Vous en pensez quoi là? Vous êtes très aimable parce que je ne savais même pas que Donald Trump avait un programme économique. À vrai dire, du côté des républicains, il y a des idées positives. Il faut dire que de baisser les impôts, par exemple, n'est pas une mauvaise chose pour faire redémarrer l'économie. D'avoir ce qu'ils appellent un flat rate à 15%, pourquoi pas? De baisser les impôts des entreprises, pourquoi pas? Ça, c'est bonnes idées. Malheureusement, vous avez des gens, que ce soit Donald Trump, que ce soit Cruz, qui, n'ont aucune expérience, je dirais, économique au niveau d'un pays, mais surtout sont des démagogues, des gens qui sont des populistes. Et je dirais que s'il y a une peur dans les marchés, c'est pas de Hillary Clinton. Personne, en fait, n'aime vraiment Hillary Clinton, si ce n'est ses supporters. Mais au moins, Hillary Clinton, on sait ce qu'elle va faire. C'est-à-dire Hillary Clinton, c'est un peu Obama d'une autre couleur, si je puis dire. Donc, ça ne sera pas très très différent. Ça sera peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien. Il n'y a rien d'enthousiasmant, mais au moins on sait ce qu'on a. Avec ces candidats républicains, je dirais, il en reste que 2, sérieusement. Non seulement on ne sait pas du tout ce qu'on a au niveau économique, on a des gens, que ce soit Trump ou Cruz, qui n'ont qu'une envie, c'est d'envoyer des bombardiers dans tous les 4 coins du monde, donc d'une agressivité totale. Et on voit déjà, quand vous regardez par exemple les meetings de Trump, cette violence qui est dans une certaine partie de la population, mais encourager et pousser cette violence à s'exprimer, je dirais, c'est extrêmement inquiétant. Donc, d'un côté, Hillary, c'est OK pour les marchés, de l'autre côté, je vous dirais, je suis loin d'être persuadé qu'un Trump ou un Cruz soit très très positif pour les marchés financiers ici. Mais si on a des leçons à tirer de ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment ce mécontentement des Américains, un mécontentement lié à l'économie, c'est ce qu'on met souvent en avant, un mécontentement lié à Washington. Un mécontentement qui est justifié alors Mais, écoutez, on est toujours mécontent de quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer le mécontentement. Parce que si vous regardez l'électorat de Donald Trump, qui est peut-être l'électorat le plus mécontent en fait des États-Unis, où les gens les plus fâchés, les plus agressifs, il ne représente pour le moment en moyenne que 30% des républicains. Donc il représente 30% de même pas de la moitié de la population. Donc, on peut dire qu'aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde, vous devez avoir entre 15 et 20% de gens qui sont
vraiment mécontents. Ce qu'on sait, c'est que les classes moyennes, c'est-à-dire la majorité des Américains, n'ont pas vu une grande amélioration de leurs revenus sur les 10 dernières années. Ouais. Ça, c'est certain. Tout le monde aimerait que les choses soient beaucoup plus rapides, mais moi je ne sens pas, je ne sais pas si vous le sentez, cet énorme mécontentement de la plupart des Américains. Les gens, ils ont d'abord, la plupart des gens ont leur... On est un peu dans une bulle quand même aussi à New York. Hein. Je ne sais pas si vous êtes allé dans le fin fond des États-Unis. J'ai été, je ne suis pas allé. Hein. Je suis pas. Ah bah, vous savez mieux alors. Vous savez mieux que moi. Et vous l'avez pas trouvé? Non, vous n'avez pas trouvé de mécontentement, non? Ben alors. Non, pas vraiment. Très bien. J'ai pas l'impression qu'il y a cette vague de colère. On est dans un pays riche, il faut vraiment pas l'oublier. Il faut pas peindre les choses trop en noir. On est dans un pays qui a presque du plein emploi. On a quand même une chose qui a été énormément critiquée, c'est Obamacare. Mais en fait, ça a quand même permis à beaucoup de gens qui n'étaient pas assurés, qui n'avaient pas d'assurance médicale maintenant, d'être suivis par des médecins. Il y a eu des progrès sociaux. C'est vraiment loin d'être cette catastrophe qu'un Donald Trump ou un Cruz essaye de faire rentrer dans l'esprit des électeurs, pour des raisons évidemment démagogues et populistes. Du coup là, si on regarde un petit peu, si on regarde ce qui se passe du côté des marchés financiers, on est plus sur des réactions positives si Hillary l'emporte que sur un Donald Trump. Oui, je pense que les marchés ont qu'une horreur, ou enfin une grande horreur, c'est de l'inconnu. Et après tout ce qu'on peut voir, aussi bien d'un Trump que des autres candidats, que ce soit du côté des Républicains ou même d'un Sanders, président socialiste aux États-Unis. Il est encore là. Ah oui, il est encore là. Et donc non, les marchés, et ça se voit avec les sommes vraiment importantes que Hillary arrive à lever, hein, les marchés financiers, les banques d'affaires, etc. C'est un petit peu un problème aussi pour elle, hein, parce que je crois qu'on... Exactement, elle n'aime pas qu'on en parle. Elle n'aime pas qu'on en parle. Elle n'aime pas qu'on en parle, mais vraiment... Elle joue un peu l'ennemi du système financier. Elle parle de Dodd-Frank, de contrôler les banques, etc. Mais on sait très bien que ça, c'est un langage électoral et que derrière, ce qui arrivera vraiment, ça sera la continuation. Peut-être d'une politique qui n'est pas très favorable aux banques, c'est clair. Hein. Il y a eu justement ce Dodd-Frank, c'est pas terrible pour les banques. Mais en attendant, ça n'a pas cassé le système financier américain ni l'économie américaine. Bon, il nous reste encore un tout petit peu de temps avant la présidentielle. Là, justement, avec ce laps de temps, qu'est-ce que vous allez regarder, vous, tout particulièrement? Écoutez, moi, ce que je regarde vraiment, c'est de savoir où va cette économie américaine qui a besoin de beaucoup de choses en ce moment pour garder ce rythme de croisière qui est, comme on dit, de 2 ou 2,5%. Alors, ce que je regarde avec beaucoup d'attention, évidemment, c'est le dollar. Et je dirais peut-être que la Fed avait une petite idée qu'un dollar trop fort n'est pas favorable pour les États-Unis. Hein, le dollar a un peu baissé. Ce que je regarde, c'est quand même évidemment... Donc on devrait rester à ce niveau-là pendant encore un petit moment. Je ne vais jamais faire des prévisions sur le cours d'échange, on se trompe toujours. L'autre chose que je dirais que je regarde aussi, c'est que les États-Unis ont quand même besoin de leurs partenaires commerciaux. Que la situation européenne avec le Brexit, etc., c'est pas très clair. La Chine ralentit pour le moment, ça a l'air d'être à peu près bien accepté par les marchés, mais on n'a peut-être pas beaucoup de lisibilité. Il y a beaucoup d'incertitudes au Brésil. Le cours du pétrole, c'est extrêmement important de savoir où il va. C'est important. Encore autre chose, ça, donc je dirais il y a tellement de choses à regarder. Et c'est parce qu'il y a tellement de choses à regarder que les marchés ne savent pas où ils vont, je dirais. Et que c'est pour ça qu'on ne trouve pas de direction dans ces marchés. Du coup, on devrait rester là encore. Parce qu'on a, si on regarde le Dow Jones aujourd'hui, on a effacé les gains, les pertes. On est désormais en positif sur 2016. C'est fantastique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 2016, on a fait 0. Et qu'en fait, maintenant, ça fait à peu près 18 mois que les marchés américains n'ont pas bougé. Puisque l'année dernière, le Dow Jones était très légèrement en baisse. Et c'est pas parce que les choses vont mal, c'est parce qu'on n'a pas cette visibilité. On investit toujours en pensant à demain et après-demain. Et je dirais qu'actuellement, vraiment, il y a trop de données qu'on n'arrive pas à maîtriser et à quantifier. On est un peu en train de jongler avec toutes les choses dont je parle. Et les marchés n'arrivent vraiment pas à se donner une opinion définitive. Prudence, donc. Prudence est un très bon terme à utiliser en ce moment, je dirais. On restera là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Grégory Volokin, d'être passé par les studios du Grand Journal de New York pour nous éclairer sur cette économie américaine, les marchés financiers également. Allez, c'est la fin du Grand Journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine.